Salut tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Train Coûte et Toi, un podcast qui met en avant des personnes qui font la France, qui font vivre l'activité française. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Adrien. Vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux. Il nous partage ses activités de vendange, taille, toutes les activités viticoles. Et aujourd'hui, on va trinquer et on va l'écouter. Alors merci Adrien d'avoir accepté l'invitation. Mais merci à toi. Aujourd'hui, tu es venu pour nous parler de ton histoire, ce que tu fais, ce que tu as déjà fait. Déjà, est-ce que tu peux te présenter ? Moi c'est Adrien, vous me connaissez sous le nom de Le Viticulteur en général sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, de plus récemment maintenant YouTube et un peu LinkedIn, mais voilà. Donc du coup je partage tout mon quotidien. Du matin jusqu'au soir, voilà, que ça soit de la taille jusqu'à amener le raisin dans le chai. Ok. Et comment ça t'est venu l'idée de te lancer sur les réseaux sociaux ? En fait, ça m'est venu où à peu près c'était sur la période du Covid. Ouais. Et donc du coup, comme toutes les personnes étaient chez elles, je me suis dit, nous, comme on avait un métier où la vigne, non, n'a pas le Covid et elle n'arrête pas de pousser, donc nous, il fallait qu'on continue à travailler. Et je me suis dit, c'est le moment peut-être de parler aux gens qui sont chez eux, les pauvres malheureusement. Donc du coup, j'en ai profité et j'ai pris ce créneau-là pour parler de mon métier, de ma profession. Et voilà. Et après, je pensais pas que ça aurait pris autant d'ampleur maintenant, quoi. Ok, oui, parce qu'on va revenir après, mais tu cumules maintenant pas mal de personnes qui te suivent, même qui sont fans. On a vu notamment au CitéVi, Oui. des personnes qui ont pris des photos avec toi. Mais d'abord, on va revenir sur tes premières années. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier et en quoi consiste ton métier actuellement ? En fait, pour revenir un peu quelques années en arrière, moi à la base, je suis issu du Médoc et j'ai toujours vécu dans le Médoc. J'ai fait mes études principalement sur le lycée de Pauillac. Okay. Et en fait, moi j'ai commencé par un BTS NRC. Donc c'est plus commerce, et en fait à Pauillac il y avait l'option commercialisation du vin. Donc en fait moi j'étais plus basé commerce, vendre du vin. J'ai fait mon stage dans une maison de négoce. Et en fait, pour la petite histoire, la maison de négoce est sur une propriété viticole et mon bureau est à côté du bureau du directeur technique et chef de culture de la propriété. Actuellement ? Ouais. Okay, Enfin, là où j'étais, où j'ai fait mes études. Donc du coup, quand j'étais à mon bureau pour essayer de vendre du vin, j'étais à côté de son bureau aussi. Ah, c'est pratique. Et donc du coup, ça m'intéressait vachement. Je le voyais partir avec le 4x4 à la vigne, réfléchir en période de taille et tout. Et donc du coup, comme je le connaissais un peu aussi, il m'a amené un peu avec lui. On s'est baladé dans les vignes et puis j'ai eu un petit déclic en me disant, en fait, vendre du vin, ça va vite me saouler. Moi, je préfère aller sur le terrain, faire du technique. Donc, j'ai fini quand même mon BTS. J'ai eu mon BTS commercial en vin, en gros, NRC. Et je suis reparti sur un autre BTS, viticulture œnologie à Blanquefort en formation adulte. Okay. Donc, du coup, là, en alternance. Et donc, du coup, j'ai fait mon alternance avec la cave coopérative de Grand Listrac. Et donc du coup voilà où j'en suis venu un peu après à être sur le terrain, à m'occuper à la cave de Listrac des coopérateurs, à gérer des propriétés et une propriété en général. Donc voilà et c'est comme ça un peu comme ça que ça a débuté, quoi. Et donc plus jeune, tu n'avais pas cette passion, elle est venue vraiment. Alors je l'ai toujours eu un peu parce que mon grand-père avait des vignes, donc il m'a mené un peu avec lui, il m'a fait apprendre un peu le goût de la viticulture. Mais bon, j'étais encore jeune, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que depuis tout petit, je suis un ultra passionné des tracteurs. Okay. Donc ça, depuis petit, il y en a beaucoup. Quand tu es à l'école, on te demande c'est footballeur professionnel ou pompier. Mais moi, c'était chauffeur de tracteur. donc voilà, et en fait... comme mes parents travaillaient quand même pas mal et beaucoup, que ce soit vacances scolaires ou mercredi, c'était mes grands-parents qui me gardaient. Et mes grands-parents maternels, ils étaient à côté de la célèbre propriété Lafite Rothschild. Ouais. Et donc du coup, je voyais tous les tracteurs passer à l'embauche, le midi pour débaucher et tout. Et donc du coup, j'étais tout le temps à la fenêtre à regarder et c'était mon rêve d'être dedans, quoi.
Ok. Aujourd'hui, comment tu décrirais la façon dont tu travailles la vigne, avec notamment les enjeux sociétaux qu'il y a, avec les envies aussi de la société actuelle? Ben, ça devient, on va dire, de plus en plus compliqué, mais je perds pas espoir. Je pense qu'il y a encore des choses à faire. Alors, il faut savoir quand même que il y a eu beaucoup d'améliorations, hein. Si on remonte encore 30, 40 voire 50 ans en arrière, c'était vraiment encore archaïque et on traitait parce qu'il fallait traiter. S'il fallait traiter tous les 3 jours, il traitait tous les 3 jours. Maintenant, quand même, même si on n'est pas en biodynamie, qu'on reste en conventionnel, tous les gens sont quand même sensés. On fait attention vraiment à notre outil de travail, que ce soit la nature, que ce soit les fossés, les voisins. Donc voilà, et par le biais de mon travail, je rencontre quand même pas mal de monde qui sont au même poste que moi, chef de culture, sur une propriété. Donc, mais je pense que voilà, tout le monde vraiment fait attention maintenant, et ça c'est cool. Mais il y a encore beaucoup à faire auprès du grand public, je pense, ouais. Ouais, d'enlever cette image qu'ils ont de l'agriculteur ou même du viticulteur. Voilà, De viticulteur ou agriculteur, égal pollueur, quoi. Ouais. Mais je pense qu'on est quand même sur la bonne voie. Les gens commencent à le comprendre. On le voit à travers les mouvements qu'il y a eu il y a 2 ans. Là, malheureusement, qui éclos. On peut voir quand même que les Français sont avec nous. Okay. Et donc du coup, ça c'est bien, et il faut continuer dans ce sens-là, parce que la France c'est quand même un terroir, et la France égale pour moi agriculture. Il y a un savoir-faire qu'il faut pas perdre, et donc du coup voilà, et c'est pour ça que ça soit une bonne année ou une mauvaise année, il faut tout montrer, je pense. Et ça, il y a encore un peu de travail. Je sais que nous, ici, dans le Médoc, beaucoup de propriétés montrent que le beau encore. Mais je pense qu'il faut aussi montrer quand... je dis pas qu'il faut montrer que quand on pleure et qu'on est triste. Oui. Mais il faut quand même le montrer, être plus transparent avec le consommateur. Et c'est ce qu'il recherche aussi maintenant. Ouais. Il recherche vraiment un homme derrière la bouteille de vin. Il recherche des mains sales, de la terre, de l'humain, quoi. Ouais, c'est ce que tu montres, toi, à travers tes vidéos. Ça, exactement. Aujourd'hui, quelle partie de ton métier semble le plus méconnue aux yeux de la société actuelle? La partie la plus méconnue, c'est encore, je pense, on en revient toujours à la même chose, mais c'est encore la période des traitements. Okay. Parce que j'ai plein d'anecdotes, mais encore beaucoup aux grands consommateurs, ils pensent que quand en bio, il y a 0 traitement. Et j'en ai fait l'expérience en rencontrant du monde qui était pro et à fond dans le bio. Et quand on leur pose des questions, d'accord, mais qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce qui est pour toi le bio? En gros, c'est on a planté un pied de vigne, on attend. Et il y a du raisin, content. Je dis non, mais pas du tout. Bio, c'est juste que on a un cahier des charges avec des produits qui sont autorisés dans le bio, mais ils traitent. Comme nous en conventionnel, il y a des traitements. Et de suite, quand on leur dit ça, soit on est menteur, soit... Pourquoi certains produits sont autorisés en conventionnel, mais pas autorisés dans le bio? Parce que pour eux, c'est des produits qui sont beaucoup plus nuisibles, que ça soit pour l'homme ou pour la nature. Et là où en fait certains produits encore qu'on utilise dans le conventionnel peuvent avoir quelques résidus, alors de moins en moins, mais il peut avoir des résidus dans le vin et dans la bouteille, qu'en bio pour eux en fait il y aura plus ces résidus là à la fin. Okay. Mais par contre en bio, c'est le sujet un peu du moment sur le cuivre. En bio ils utilisent beaucoup de cuivre parce que ils ont pas le choix, mais le cuivre, il faut savoir quand même que c'est un métaux lourd, et en fait il va rester des années dans le sol. Donc voilà, mais ils n'ont pas le choix. Il faut bien qu'on leur ferme le marché des produits. Ils peuvent utiliser que certains produits, et heureusement qu'ils les utilisent parce que sans traitement, il n'y a pas de raisin. Voilà. Actuellement, j'espère qu'un jour on trouvera des cépages résistants. Il y en a et ça commence, mais ils sont pas encore dans nos cahiers des charges et on n'a pas le droit de les utiliser dans l'appellation. Oui, parce qu'il y a une question de terroir aussi, de qualité à garder. C'est ça, tout à fait. Mais j'espère qu'un jour on y viendra, et comme ça, franchement,
moi, j'y vais pas avec le grand sourire quand je prépare les produits ou quand je suis en train de traiter. Hein. C'est juste qu'on le fait parce que c'est vital pour nous et pour notre profession. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut continuer à en parler. Il faut expliquer ça aux consommateurs. Pour la petite histoire, voilà, on sort à 2025 et vraiment une année idéale pour la viticulture. Très peu de maladies, voire pas du tout. Un climat vraiment favorable, même s'il a fait un peu chaud. Donc les rendements n'étaient pas trop à la hauteur, mais la qualité est là. Okay. Mais par contre, 2024 a été une année très compliquée niveau maladie. Et on peut le voir, moi j'en ai parlé, j'ai montré qu'il y avait de la maladie, j'ai montré pourquoi on traitait, mais il y a encore beaucoup de propriétés qui n'ont pas osé et qui ne le font pas. Donc comment expliquer après aux consommateurs que dire que 2024 a été compliqué? Pour eux, 2024, s'ils voient que des belles photos, ils se disent ben, je comprends pas pourquoi ils ont traité 30 fois, 25 fois, 20 fois, puisque eux, on leur montre pas. Oui, moi je pense que voilà, il faut plus de transparence auprès du consommateur sur ces choses-là et qu'ils comprennent. Ok. Au contraire, maintenant, qu'est-ce qui te passionne dans ton métier aujourd'hui? Ce qui me passionne, c'est vraiment de partir d'un point A à un point B. Il va y avoir plein d'étapes et en fait, chaque année est différente. Nous, on dépend de Dame Nature. Et s'il a décidé d'être clémente avec nous, on fera un bon millésime. Si elle a décidé d'être un peu plus réticente, et comme 2024 par exemple, il va falloir passer par plein d'étapes. Et c'est ce qui m'anime. Je sais que là, on repart sur une année, on vient juste de commencer la taille. On commence à remettre des engrais au vignoble pour nourrir la vigne pour l'année qui va venir 2026 mais on sait pas où on va. On sait à l'instant T, mais on sait pas ce sera fait demain. Et franchement, ça c'est ce que j'adore. On s'ennuie jamais. Chaque année est différente. Oui, c'est ce que tu aimes. T'aimes travailler le vivant, ouais, voir ce que ça va donner l'année prochaine. Exactement, et puis toujours être challengé. Toujours. On sait qu'on vit dans une période un peu plus difficile niveau viticole au niveau de la France. Et donc du coup, on va essayer de trouver des alternatives pour nous aussi. Ça nous coûte un peu moins cher. Essayer d'avoir encore plus de réflexion. Avant, certaines propriétés, nous les premiers, on effeuillait tout le temps. La vigne, cette année et l'année dernière, non, on n'a pas effeuillé, on va effeuiller peut-être que cette parcelle, effeuiller qu'un côté. Voilà, toujours en quête de réflexion. Et vraiment, ça m'anime et ça me passionne. Ouais. Et puis ça fait évoluer aussi le monde du vin, exactement. Les recherches viticoles. Exactement, je suis loin de tout savoir et je sais pas si je saurai tout un jour, mais voilà, de vivre avec cette évolution-là, de toujours réfléchir et d'essayer d'amener toujours sa touche. Ok. Et avant d'être chef de culture là où t'es actuellement, t'étais du coup à la cave coopérative de l'Istrac, de l'Istrac, pardon. Et donc tu nous as ramené la cuvée que tu as fait en partenariat avec l'Atypique de Jupiter. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, du coup, ça c'est une bouteille que j'ai lancée en 2019 maintenant. Du coup, j'avais pris quelques petites parcelles en fermage à la cave à l'Istrac puisque j'étais sur place, puisque je m'occupais j'étais la partie technique de la cave de l'Istrac et des coopérateurs. Et donc du coup, j'ai toujours rêvé en fait, depuis que je suis dans ce milieu-là, c'était une réflexion que j'avais, mais j'ai toujours rêvé d'avoir mon propre vin, voilà, d'avoir une étiquette où il y a écrit Adrien dessus et donc du coup, quand j'en ai parlé avec la cave de l'Istrac, avec le président, avec le directeur de la cave, eux aussi ça a été pourquoi pas essayer. Ils étaient vraiment ouverts sur ça et sur les jeunes. Et donc du coup j'ai lancé ça en 2019 avec un peu plus d'1,5 hectare de vigne que j'avais en fermage. Et donc du coup je me suis lancé le défi aussi en fait. Pour la petite histoire, il faut savoir que j'avais commencé les vidéos en 2021, j'étais encore à la cave de l'Istrac. D'accord. Et il faut savoir qu'une cave coopérative, je vais faire très simple, mais est gérée par des coopérateurs. En fait, il y a une quarantaine de coopérateurs sur la cave de l'Istrac, j'avais 40 patrons.
Tout le monde est actionnaire là-dedans. Et en fait, ils me voyaient souvent avec mon téléphone me prendre en vidéo et tout. Il faut savoir que quand tu as une génération plus ancienne, rester avec son téléphone à se prendre en vidéo, c'est pas très bien vu. Voilà. Et je travaille, c'est pas que en fait, je travaille pas. Et donc, du coup, c'était un challenge avec le directeur aussi de la cave de l'Istrac de dire, ben, avec le téléphone, on peut vendre du vin. Donc du coup, en fait, je me suis lancé le défi de lancer cette cuvée et d'en parler sur les réseaux sociaux, et qui est ma propre cuvée où j'ai mis ma touche dedans. Et en fait, ben, c'est que ça a pris et ça a marché. Et du coup, ben, comme ça a marché à vendre, d'un seul coup, je les entendais plus trop parler. Donc ça, c'était cool. Et en fait, le nom, tout simplement, c'est un petit hommage à mon grand-père qui m'a fait connaître la viticulture, parce que là où il avait sa parcelle de vigne et là où il m'a mené dans sa parcelle de vigne, le lieu-dit, en fait, s'appelait Jupiter. D'accord. Et pour que ça soit plus joli et pour que ça soit moins une contrainte d'aller avec lui, au lieu de me dire viens on va à la vigne, il me dit viens on va sur Jupiter. Voilà. Et donc du coup, ben, c'était pour un petit clin d'œil à lui et atypique parce que là, ça se voit peut-être pas trop en vidéo, mais je fais quand même 2,03 m. Et dans le Médoc, on a les vignes. C'est vrai que ça se voit quand il arrive tout à l'heure. Donc les vignes sont basses dans le Médoc, donc c'est quand même atypique d'avoir une aussi grande personne que moi qui sont dans des vignes aussi basses pour tailler et tout. Donc voilà un peu comment est venue cette cuvée, la typique de Jupiter. Et aujourd'hui, vous en produisez toujours ou pas du tout? Alors là, pour l'instant, non. J'ai fait 2019 et 2020, à peu près 3000 bouteilles de chaque. 2019, il y en a quasiment plus. 2020, il y en a encore un peu, mais ça reste toujours une édition limitée. Donc voilà, ça pour ça, de toute façon, sur mes différents réseaux, il y a le lien et je livre partout. Donc si vous voulez en acheter, il n'y a pas de souci, tant qu'il y en a. Mais j'ai pris la décision, comme j'étais plus sur place, maintenant je m'occupe d'une autre propriété viticole, je suis le chef de culture, comme on l'a dit. J'avais beaucoup moins de temps, les réseaux prennent de plus en plus de temps aussi, et je veux continuer à les développer. Donc j'ai préféré rendre les vignes et en arracher parce que voilà, dans la conjoncture, j'avais plus assez de temps et ça me coûtait un peu trop d'argent. Donc pour l'instant, je l'ai mis un peu en off. Je dis pas qu'un jour je reprendrai pas, mais voilà. Donc il y a 2019-2020 actuellement et pour l'instant après plus de vignes à moi personnellement. Ok. Non mais c'est bon à savoir pour ceux qui nous regardent s'ils veulent commander. Tout à fait. 2020, c'est possible. 2020, c'est possible. 2019, il y a encore quelques bouteilles, mais 2020, ouais, il y a encore du stock. Ok. Tout à l'heure, tu nous as parlé du coup que tu as commencé les réseaux, enfin filmer en 2021. Exactement. Maintenant que ça a pris pas mal d'ampleur, notamment sur TikTok, tu as à peu près 50 000. Ouais, je vais arriver quasiment aux 50 000. Ouais. Comment s'organise une journée pour toi? Est-ce que tu arrives vraiment à faire la différence entre être chef de culture et gérer une équipe à la vigne et faire des vidéos à côté, parce que ça donne, tous les deux c'est deux travails différents. Oui, tout à fait, hein. Moi je suis déjà salarié, donc j'ai des comptes à rendre, j'ai des heures à respecter, donc en général moi le matin ou le soir, la veille, j'organise ma journée, on va dire réseaux sociaux, je me mets des petites notes de ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Après j'arrive sur mon lieu de travail, je fais ma journée de travail normalement, je suis aussi sur le tracteur, donc quand je suis sur le tracteur c'est plus facile pour tourner une petite vidéo, expliquer tout en conduisant et en travaillant, sinon en général je fais ma journée de travail et après je reste un peu plus pour justement faire mes petits tournages et après, arriver à la maison le soir, quelques montages et puis je publie soit le soir, soit le lendemain matin. Il y a toujours en général un jour de décalage entre le moment où j'ai filmé et le jour où sort la vidéo, quoi. Ok. Et ça te passionne toujours actuellement? Ouais. Ah oui, c'est vraiment, j'adore ça. Ma compagne n'est pas avec moi, mais elle pourra le dire aussi. Ça prend quand même pas mal de place parce que ça me plaît et parce que j'ai envie de continuer à développer ça. Et voilà, je dis pas que je me ferme pas la porte qu'un jour, pourquoi pas, je fasse quasiment que ça. Ouais. Ok. Ouais. Tu serais prêt à arrêter ton travail? Pour l'instant, non, c'est pas possible, mais à terme et plus tard dans
dans mon avenir, pourquoi pas, de faire que ça, d'aller à la rencontre de plein de monde en France, échanger, discuter, animer pourquoi pas des conférences, discuter de notre métier, de l'évolution et voilà, et de faire en gros, même s'il y en a déjà qui le font, mais on peut dire un tour de France des fermes, mais plutôt un tour de France de la viticulture, quoi. D'aller rencontrer des gens aussi passionnés que moi. J'ai encore pas mal de choses à apprendre aussi de tout le monde, donc voilà, pourquoi pas aller voyager partout en France à la rencontre des abonnés, mais aussi des viticulteurs. Ouais. Oui, parce que chaque région a sa propre richesse. Ouais, tout à fait. C'est intéressant. Tout à fait, ouais, c'est assez intéressant. Donc je commence un peu. Hein, j'ai été invité par exemple par les vins de Gaillac. Donc voilà, j'ai passé tout un week-end avec eux et c'était vraiment génial et j'ai vachement appris. Donc voilà, je suis aussi invité dans d'autres régions que j'ai pas encore faites, mais ça va arriver normalement en 2026. Donc voilà, mais continuer vraiment à développer ça, ouais. Ok. T'as pas peur qu'un jour vraiment tu sois obligé de faire un choix tellement t'as de demandes entre... Le jour où je devrais faire ce choix-là, je serais plutôt content. c'est que ça marchera bien pour moi et donc du coup ça sera une réflexion parce que maintenant derrière j'ai une famille aussi, donc ça sera une réflexion de famille, mais ouais, j'espère que ce jour-là arrivera prochainement, pourquoi pas, et on prendra des décisions, mais ouais, j'ai envie de continuer là-dedans et vraiment développer ça, ouais. Ok. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de positif d'être sur les réseaux sociaux ? Déjà de rencontrer beaucoup de monde, de pouvoir essayer du matériel avant les autres. Parce que j'ai la chance maintenant d'avoir pas mal de partenariats avec des marques, que ça soit tracteur ou outillage, et qui me les prêtent sur la propriété où je suis, où je les essaye, et ça c'est bien. Et par exemple les salariés à la vigne, ils sont hyper contents parce que du coup eux aussi ils les essayent. J'ai assez régulièrement des tracteurs à laisser, et du coup ils en profitent aussi parce que moi mon but c'est, oui, j'ai mon point de vue, je le fais essayer, mais moi je le fais essayer à différentes personnes qui sont sur l'exploit aussi pour avoir leur retour, pour qu'en plus donc du coup après j'ai un retour un peu global de différentes personnes, que ce soit filles, garçons, tractoristes expérimentés ou tractoristes novices, par exemple pour les tracteurs, et donc du coup ça me permet après d'avoir tout leur retour, et moi après que je fasse une synthèse en vidéo, que ça soit point positif ou point d'amélioration. Je veux pas dire point négatif, mais plutôt point d'amélioration en vidéo, et ça les marques ça leur plaît vachement, pour eux qui puissent se développer, parce qu'ils peuvent pas le mettre sur toutes les exploitations de France. Donc moi, grâce à ma communauté, ils me le mettent chez moi, et moi je le partage à la communauté, qui soit viticulteurs ou qui ont des projets d'investissement dessus, quoi. Donc ça permet du coup au château d'autres domaines ou d'autres petits viticulteurs de voir si ça marche bien. Ouais, et j'ai assez régulièrement des messages de propriétés partout en France qui me demandent est-ce que tu vas avoir cet outil en essai, parce que j'ai un projet d'investissement, est-ce que tu l'as déjà eu en essai, ou est-ce que tu vas l'avoir en essai, parce que ça, j'aimerais bien avoir ton avis, et donc du coup je lui dis oui, je l'ai eu, regarde la vidéo un tel, et si tu as des questions, tu me les poses, ou je vais la voir, reste là, t'inquiète pas, dès que je l'ai, je te fais signe, quoi. Ok, donc ça c'est la partie positive des réseaux, mais comme beaucoup de monde qui sont sur les réseaux, il y a des critiques. Oui. J'ai pu en voir quelques-unes, notamment le tracteur que tu as planté, que ça arrive à tout le monde de planter un tracteur. Exactement. Comment tu fais face à ce genre de critiques et de messages ? Ça, c'est... alors, je vais pas te le cacher, au début, ça a été un peu compliqué parce que je prenais assez à cœur. Maintenant, c'est normal et puis j'ai des amis aussi qui sont là-dedans, mais plutôt dans la grande culture, et qui ont presque des millions d'abonnés. Donc malheureusement, on peut pas plaire à tout le monde, et ça, je me le suis rentré en tête. Moi, je fais toujours, puisque tu parles de cette vidéo-là, c'était toujours une touche d'humour. Alors après, je peux comprendre que peut-être que j'ai pas mis la bonne syntaxe, peut-être que j'ai pas été clair aussi sur la vidéo. C'est pour ça que si on regarde bien, le lendemain ou le surlendemain, j'avais fait une vidéo où j'expliquais plus en détail, et je revenais un peu dessus pour que les gens comprennent mieux.
Mais en fait, c'était juste... En fait, c'est parti que oui, j'ai un tracteur sur la propriété qui est pas à moi, qui est à mon patron, parce que ça aussi, malheureusement, les gens font pas la différence des fois. Ils pensent que le tracteur, c'est le mien, et oui, ça Ils c'est pensent que t'es patron. ouais, voilà, et c'est un Fendt, donc en gros, c'est comme si j'avais une Ferrari, on va être cash. Donc j'ai un Fendt, c'est quand même le très haut de gamme du tracteur. Donc déjà, je suis riche, alors que c'est pas du tout, voilà, c'est mon patron qui a investi là-dedans. Mais du coup, qu'on ait une Ferrari et là dans la vigne un Fendt, c'est pas parce que c'est un tracteur très haut de gamme qu'on veut pas le planter. Et ça, je l'ai dit aussi après en vidéo, je l'ai pas dit sur le moment, c'est vrai aussi, mais il y a eu une erreur aussi de ma part, d'appréciation de sable, voilà, peut-être que j'avais pas assez levé l'outil au bon moment. Et donc du coup, en fait, je me suis planté, mais en fait, j'ai joué un peu. J'ai dit oui, on peut avoir un Fendt, mais on peut se planter. Et donc du coup, ça a été pas très bien apprécié parce que pour eux en fait je suis de suite en partenariat avec Fendt, ils me mettent le tracteur gratuitement alors que pas du tout, il est à la propriété, on l'a acheté, et j'ai pas eu de mon patron ni moi, j'ai pas eu de commission, ni le patron il a pas eu de ristourne, on l'a acheté comme ça, plein tarif. Mais donc du coup j'en ai joué un peu du fait que oui, on a un Fendt, ça peut être le très haut de gamme, mais on se plante comme les autres. Voilà, et là où cette vidéo-là m'a touché un peu, c'est que les critiques ont été faites par d'autres viticulteurs en plus. Okay. Ça a été fait par d'autres viticulteurs qui l'ont... alors je sais pas et si c'était de la jalousie, si c'était de ça parce que ils ont pas de Fendt, je sais pas. Mais ça, je l'ai vécu un peu mal quand même. Et donc du coup, j'ai voulu leur répondre. Et en fait, après, du coup, de répondre à répondre, on s'amène. Voilà, ça sert à rien. Donc j'ai préféré couper court et répondre plutôt en vidéo. D'une manière générale, et tous les gens que j'ai pu rencontrer, parce que sur les salons que j'ai fait, dont le CITEVI il y a quelques jours, ils m'en ont parlé de cette vidéo là et ils ont bien aimé justement la vidéo où je réponds et je suis clair et net et je dis oui que c'est une erreur aussi de ma part. Voilà, moi comme je l'ai toujours fait, si c'est une erreur je vais le dire, si c'est une erreur de quelqu'un d'autre je vais le dire, j'ai toujours été transparent avec ma communauté et je veux continuer. Alors la différence, c'est que il y a encore quelques temps, j'étais pas aussi suivi, donc j'arrivais à répondre à tout le monde. Mais là, c'est compliqué. Maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, il y a des gens qui le prennent pas très bien parce qu'ils pensent que j'ai pris le melon et tout, mais voilà, il faut savoir que en moyenne, je reçois entre 50 et 100 messages par jour privés. Donc voilà, j'ai quand même mon travail, comme on en a parlé, je suis salarié. Quand je rentre à la maison, j'ai une vie de famille aussi, j'ai une petite fille, à m'occuper. Ma femme aussi travaille quand même pas mal puisqu'elle est entrepreneuse aussi. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai un peu moins de temps à répondre à tout le monde, mais dès que je peux, je le fais volontiers et ça, je veux continuer à essayer parce que c'était mon but de pouvoir répondre à tout le monde tout le temps sur toutes mes vidéos, quoi. Ok. Tu as parlé du CITEVI, oui. qui s'est passé à Montpellier. À Montpellier, exactement, fin novembre. Ouais. Est-ce que tu peux parler de cet événement du CITEVI où tu as été invité ? Ouais, donc du coup, le CITEVI, c'est tous les 2 ans, puisqu'il faut savoir que c'est une année à Bordeaux sous le nom de Vinitech et une année à Montpellier sous le nom de CITEVI. C'est en gros le plus gros salon viticole en matière de matériel, que ça soit vigne et chai en France. Et donc du coup je suis maintenant depuis on va dire 2 années, même s'il y a une année sur 2, mais 2 années, donc c'était 2023 et 2025, je suis ambassadeur du CITEVI. Okay. Donc voilà, j'ai la chance d'être invité un peu partout sur les stands, de faire aussi les awards, les innovations de l'année dans la filière viticole. Et donc du coup, j'ai rencontré pas mal de monde, j'échange et je fais pas 50 salons par an. J'essaye de faire en général le salon de l'agriculture, comme j'ai fait l'an dernier, puisque j'ai eu un prix aussi de l'influence agricole et le CITEVI, donc ça me permet de rencontrer aussi les gens qui me suivent au quotidien et je peux le comprendre et ils me le demandent, donc j'essaie de le rendre aussi, mais aussi de rencontrer toutes les marques qui me suivent, avec qui je suis partenaire et d'aller sur leur stand. Ouais. Ok, et justement quand tu rencontres ces personnes en vrai, qu'est-ce que ça te fait ? Ça fait toujours plaisir et ça me fait chaud au cœur
de voir ces enfants, parce que des fois c'est très jeune, hein. J'ai des gens qui me suivent entre 9, 10 ans, 12 ans. Ah ouais. Ouais, jusqu'à cette année, ça m'a impressionné. J'avais des gens de plus de la cinquantaine. Depuis que je me suis lancé sur YouTube, c'est un format où ça touche des gens un peu plus anciens, on va dire. Et donc, du coup, c'est marrant d'avoir ces deux contrastes-là, mais de voir ces jeunes attendre leurs photos et tout, alors que moi, je veux juste montrer mon métier. Ça fait toujours chaud au cœur et je les en remercie parce que et j'essaie de leur rendre au mieux parce que c'est grâce à eux aussi si je suis devant toi et d'être autant suivi maintenant sur les réseaux. Ouais. Est-ce que tu as une réaction marquante quand tu as rencontré un de tes fans? La réaction la plus marquante, ça a été l'an dernier, je pense, au Vinitech, de rencontrer un abonné qui a fait, je crois qu'il est arrivé, je sais plus trop, d'après Langon, enfin il a fait presque plus d'une heure de route pour venir me voir. Ah ouais. Ouais. Donc du coup, et ce qui est marquant, c'est que le pauvre, il est arrivé, j'allais partir. Et donc du coup je suis resté une heure de plus à discuter avec lui parce qu'il a pris le temps quand même de venir et donc du coup un échange vraiment il est aussi dans le milieu viticole hein, et cet échange là m'a quand même marqué et maintenant c'est une personne avec qui j'ai gardé de très bons contacts. Il commente toutes mes vidéos, il est là tout le temps, il m'envoie toujours des messages de bienveillance et franchement ouais, c'est un moment marquant de voir des gens qui fassent plusieurs centaines de kilomètres pour venir te voir, c'est quand même assez marquant. Ouais. Cette année, est-ce que tu as vu des nouvelles innovations intéressantes pour le milieu agricole, que ce soit pour le vin ou d'autres milieux? Ouais, j'en ai vu et il y a quelque chose qui m'a plutôt marqué. Alors l'innovation en général, c'est vraiment la robotique. Hein. Tous les marchands de tracteurs se mettent à construire des robots pour l'avenir, mais il y a une innovation en particulier qui m'a retenu mon attention. C'est un tracteur. Un interligne, un tracteur où on peut avoir quelqu'un dedans la journée, mais il peut être aussi en robot. Je crois que c'est avec Dutz et Vitibot qui est vraiment la robotique phare en ce moment sur le marché et qui est un des premiers qui est arrivé et Dutz qui est une marque de tracteur assez connue et donc du coup en fait ils se sont alliés tous les deux, ils ont fait un tracteur qui est autant autonome mais aussi qu'on peut conduire. D'accord. Donc en fait et ça j'ai trouvé plus pertinent parce que on peut avoir un chauffeur qui va le conduire la journée par exemple et le soir à sa débauche on va le mettre en gros en pilotage automatique et il peut continuer à travailler seul en autonomie. Donc du coup ça peut pallier les deux. C'est vraiment voilà, ça va pas remplacer le chauffeur parce que le chauffeur il va faire ses heures dessus, mais ça peut pallier où des fois on a un manque du personnel ou il faut traiter vite ou des choses comme ça. On peut le rendre autonome et ça vraiment ouais c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Je suis allé les voir, on a discuté. Il est pas encore sur le marché, c'est un prototype pour l'instant, mais ouais, je vais rester à l'attention de ça et ça m'intéresse de le voir évoluer dans nos vignes. Ouais. Est-ce que du coup c'est simplement la robotique avec un programme ou il y a de l'IA aussi derrière Alors l'IA, ils sont en train d'être dessus aussi, mais plutôt pour gérer, on va dire, les parcelles, le parcellaire. On le voit déjà avec des caméras thermiques, avec tout ce qui est drone, des choses comme ça, où ça va sortir tes cartes de parcelles pour voir où et quoi, quand il y a besoin d'engrais, des choses comme ça. Ah oui. Mais l'IA, je pense que ça remplacera jamais nous sur le terrain. Ça, vraiment, l'humain dans le milieu viticole et agricole, il y en a besoin. Mais ça peut être un palier vraiment intéressant pour l'avenir. Alors, en parler maintenant, c'est un peu tôt. Et puis, j'ai pas de recul là-dessus. Et ni au CitéVie, on en a trop parlé. Mais pourquoi pas, ouais, l'allier avec la robotique sur les années futures. Ouais. Et t'as pas peur que ça prenne plus de place que prévu ?
C'est le risque aussi. Il va falloir faire, je pense, attention à ça. Mais comme je te l'ai dit, je pense pas que ça va remplacer l'humain demain. L'IA peut aussi se tromper, et comme on est avec du vivant, ça peut être compliqué, mais ça peut être quand même un appui pour peut-être pour la prise de décision ou d'information. Ouais. Puis toi, t'es au cœur de ça aussi, parce que t'es chef de culture. Donc Oui, c'est vrai que... oui, exactement. C'est pour ça que j'en parle. Et voilà, moi personnellement, je m'en sers pas encore là-dedans. Okay. Mais ouais, je pense que pourquoi pas demander son avis, mais lui faire confiance, non. Okay. Je pense pas, enfin moi personnellement non, mais voilà, ça peut être un facteur de prise de décision ou d'information, quoi. Ok, intéressant. En parlant d'avenir et de futur, comment tu vois ton avenir? Est-ce que tu as des projets déjà pour 2026 que tu peux nous dire? Pour 2026, oui, j'ai plein de projets. Il y aura déjà pas mal de tracteurs sur la propriété en essai, avec pas mal de marques, donc ça va être très intéressant. Dont des tracteurs qui, je peux pas encore trop dire dessus, mais des tracteurs que beaucoup de monde attendent sur le marché, et je vais peut-être être un des premiers à l'avoir en essai. Donc ça c'est cool, il faut rester connecté parce que ça arrive très vite, et donc du coup voilà, mais aussi d'aller plus à la rencontre, comme on en a parlé, d'abonnés, et d'aller sur des propriétés viticoles un peu partout en France, et même sortir de ma zone de confort, on va dire, et de mon milieu, parce que il est prévu que j'aille rencontrer d'autres on va dire, influenceurs que je connais sur leurs exploits, et qu'on tourne des vidéos ensemble. Ok, donc tes prochaines, on va dire, ton prochain contenu futur, ça serait plus moins centré sur le côté technique de la vigne, mais plus maintenant d'aller voir... Ouais, c'est ça. Okay. Exactement, parce que maintenant, ceux qui me suivent depuis le début de 2021, quand je montre la taille, c'est un peu tout le temps pareil. Quand je montre le travail du sol, c'est toujours un peu pareil. Donc voilà, de diversifier ces choses-là. Mais on a vu, ceux qui me suivent, ils ont vu chez nous, chez moi, dans le Médoc, mais pourquoi pas aller à la rencontre d'autres viticulteurs, et m'ouvrir aussi, d'autres professions, comme en ce moment on en parle beaucoup, mais des professions comme l'élevage, des choses comme ça qui m'intéressent aussi fortement, d'aller à la rencontre de ces gens-là. Ok. Tu parlais de Médoc, et tu es fier de représenter le Médoc, même si on sait qu'il n'a pas forcément une très belle image, et tu es fier quand même de représenter ça, ou tu t'en détaches et tu parles simplement de Bordeaux? Non, j'ai toujours parlé du Médoc, et parce que j'en suis ultra fier. C'est une région que je suis vraiment amoureuse de, cette région-là. Mais j'essaye de redorer aussi l'image, mais ça, malheureusement, j'y arriverai pas tout seul non plus, parce que c'est vaste, c'est grand. Il y a énormément de propriétés viticoles, et dont des propriétés à renom, et eux, ils sont encore trop fermés et cloisonnés. Leur but, c'est de vendre leur vin, et ils s'ouvrent pas encore à l'image du Médoc. Donc ça c'est compliqué. Et voilà, pour être clair et tout franc avec tout le monde, je suis plus invité à l'extérieur que dans le Médoc. Ah ouais. Et ça me touche, ça me pèse aussi, parce que moi, ce que je veux avant tout, c'est promouvoir le Médoc, mais voilà, ils sont encore beaucoup fermés sur ce côté-là. Ce qui est dommage, tu vois, pour le petit mot, actuellement, au moment où on tourne ce podcast et cette vidéo, il y a en ce moment même, Place de la Bourse, Terre de Vin, qui organise une grosse dégustation avec beaucoup de vins de renom, et dont du Médoc, et je ne suis pas invité. Donc voilà, et il y en a d'autres personnes qui sont invitées, qui sont aussi sur les réseaux, mais qui sont hors Médoc et hors Bordelais. Voilà, donc, mais je leur en veux pas, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais voilà, mais
différemment, je le fais parce que ça me fait plaisir aussi, mais je suis volontiers invité avec les vins de Gaillac, comme j'ai fait la vidéo, je suis invité en Bourgogne, je suis invité en Champagne, voilà, je peux citer plein de noms, et donc ils sont des renoms aussi, mais qui sont beaucoup plus ouverts que nous, le Médoc. Je trouve ça dommage. Je peux être une vitrine aussi pour eux, pour le Médoc en général, parce que je suis maintenant pas mal suivi sur les réseaux, comme tu sais. C'est dommage qu'ils s'en servent pas, voilà. Mais j'espère que à l'avenir et 2026, je fasse plus de choses avec eux. Et moi, je suis ouvert à ça justement, à les aider à redorer cette image et à promouvoir encore mieux le Médoc, puisque c'est une région qui me touche et c'est ma région de cœur, quoi. Ok. Et dans 5 ans, comment tu te vois? Ou comment aimerais-tu te voir en tout cas? Alors, dans 5 ans, j'espère j'aurai continué à développer tout ça. Je souhaite être toujours au poste où je suis et faire évoluer la propriété que je m'occupe, que j'occupe en tant que chef de culture, d'être toujours là. Mais dans 5 ans, on va dire j'aurais pas trop bougé, je pense, et j'espère. Mais à long terme, on va dire, aller à 15 ans, 20 ans, pour être franc avec toi, j'ai un gros challenge dans ma tête. C'est soit je suis là et je vis de ces réseaux et je me balade, pourquoi pas, je suis aussi des réseaux à les aider à se promouvoir sur les réseaux sociaux des châteaux, je veux dire. Donc voilà, ça, pourquoi pas, ou je serai plus du tout en France. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est parce que moi, des fois, je me dis, je suis pas né à la bonne époque. Moi, je suis quelqu'un de vraiment terroir. J'ai toujours vécu, en fait, j'ai été élevé presque avec mes grands-parents, hein, comme je te l'ai dit au début de vidéo, mais mes parents travaillaient quand même beaucoup et travaillent beaucoup. Donc, c'est vraiment mes grands-parents qui ont pris une place forte dans mon éducation. Et moi, avec mon grand-père paternel qui a une image forte dans ma tête parce qu'il est maintenant il est plus là, mais c'est lui quand même qui m'a appris le goût du travail et de la vie. Et donc du coup, depuis mes 14 ans, il m'a fait gagner ma pièce, comme on dit, mon argent, mais j'allais travailler, j'allais désherber des jardins de papy et mamie, j'allais tondre des pelouses, j'allais faire plein de choses. Et il m'a donné ce goût-là du travail. Et j'ai toujours aimé, moi, et mes parents étaient beaucoup aussi dans le milieu associatif, et donc je participais beaucoup à cela, les lotos, alors ça peut choquer, mais à 17-18 ans, je faisais des thés dansants, des lotos, des bals masqués, mais moi, en fait, j'ai toujours eu ce goût où je suis plus à l'aise, on va dire, avec des anciens, à discuter, qui me racontent leur vie, leur époque d'après-guerre, leur époque un peu des révolutionnaires, on va dire, et que d'être avec des jeunes autour d'apéro ou boîte de nuit. Voilà. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui m'a jamais trop animé. Moi, je suis vraiment plus dans les anciens. Donc, et je me retrouve dans cette France qu'on a actuellement, je m'y retrouve de moins en moins. Il y a beaucoup de monde dans ce cas-là, comme toi. Ouais, mais je le vois pas, tu vois. Moi, je vois comment je suis, je me dis, mais ça choque personne, en fait, de voir de comment devient la France. Voilà, j'ai des gens sur les réseaux aussi. Maintenant, on va se faire huer et haïr parce qu'on met un drapeau français. Tu vois, donc ça, c'est des valeurs que je me retrouve pas, qui me choquent au plus profond de moi. Tu vois, il y a plein de trucs. Toi, on habite à Bordeaux, tu habites aussi là, et de voir on en parlait tout à l'heure hors caméra, mais de voir qu'on va mettre des sapins en verre ou en fer ou je sais pas en quoi à Bordeaux, moi, je suis outré. Franchement, voilà, et donc c'est à tout au point ces valeurs-là, franchement, me manquent. Et en fait, pour revenir à ce que je disais de quitter la France, depuis 2019, avec ma compagne, on essaye d'aller pas régulièrement, mais tous les 2-3 ans, on essaye d'aller à l'île Maurice. Et je suis vraiment tombé amoureux de ce pays-là, de cette île-là. Et en fait, en discutant avec les gens, parce que voilà, on discute vraiment, on s'est fait des amis là-bas aussi, des connaissances.
Et je retrouve ces valeurs-là. Ils sont encore hyper terrain, hyper agriculture aussi, hyper famille, hyper ça. Et donc du coup, je me dis que à moyen long terme, pourquoi pas aller là-bas. Ouais, pourquoi pas aller là-bas, ouais, et d'apprendre d'eux aussi. Ben, si c'est pas de la vigne, on fera autre chose. Toujours des métiers de terre, pourquoi pas, et développer ça, ouais. Ok. Bel avenir en tout cas. Voilà, et c'est quelque chose que vraiment j'en ai jamais parlé. Ok, merci pour l'exclusivité en tout cas. Donc voilà, et à suivre, mais mon choix principal c'est quand même d'essayer de rester en France et de retrouver cette France-là que j'aime et que j'ai l'impression de perdre. Ok. Je te remercie en tout cas de cet échange. Merci à toi. Si tu as des choses encore à dire ou si tu veux t'exprimer sur un sujet, tu peux. Non, merci de m'avoir accueilli. C'est une toute première pour moi en podcast. Donc voilà. Donc je suis content aussi, mais je suis content de le faire ici dans notre région et avec toi. Et pourquoi pas en faire d'autres. Donc voilà, il y a un de mes cousins maintenant qui a investi, qui a acheté une propriété dans le Médoc. Donc je vais faire pas mal, une exclusivité aussi, mais il va avoir pas mal de vidéos chez lui. Et je t'invite, si tu le souhaites, à faire pourquoi pas un podcast chez lui dans son chai. Ah ouais, pourquoi pas. Voilà, et au courant de 2026, et on pourra reparler de l'avenir et comment j'évolue sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, mais au sein des barriques, des cuves et au sein d'une exploitation viticole. Donc voilà, je lance l'invitation et voilà. Pourquoi pas. On se tient au courant et puis je te remercie vraiment d'avoir accepté. Voilà, je reste les pieds sur terre, je reste accessible, je suis loin des millions d'abonnés non plus. Je vais arriver, j'arrive où j'y suis là quasiment aux 100 000. C'est déjà énorme, mais je garde toujours les pieds sur terre. Et je répondrai favorablement à toutes les invitations. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi et à très vite. À très vite.